Hello, everybody. So it is August 16th in Bonjour à many parts tous. of the world. Nous sommes donc le 16 août dans la plupart des régions du monde et le grand sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, est désormais terminé. Au moment où je vous parle, il s'est achevé il y a environ 5 ou 6 heures et j'aimerais partager avec vous quelques premières réflexions sur ce que nous avons vu. Les médias, bien sûr, sont actuellement saturés de cette actualité. J'aimerais cependant souligner que, lorsque l'on consulte l'un des médias occidentaux habituels, CNN, The New York Times, The Guardian, etc., on trouve en ce moment un exemple parfait du solipsisme de l'Occident, complètement replié sur lui-même et ne réfléchissant à rien d'autre qu'à lui-même. Et je pense que rien n'illustre mieux cela que la façon dont le point presse ou la conférence de presse donnée par les deux dirigeants est actuellement couverte. Briefing or the press conference that the two leaders did. You see it better here. Unfolded. Vous voyez mieux ici, déplié. Sous la bannière de la recherche de la paix, et j'en parlerai davantage plus tard, vous aviez les deux dirigeants qui prenaient la parole. Ils n'ont répondu à aucune question. Ils se sont contentés de faire leur déclaration, puis sont partis. La façon dont cela, ainsi que les remarques ultérieures de Donald Trump dans d'autres émissions, il est allé directement chez Sean Hannity et a fait d'autres commentaires là-bas, sont actuellement analysés par les médias occidentaux. C'est encore une fois uniquement du point de vue de l'Occident. Tout le monde continue de se concentrer sur ce qu'a dit Trump. Regardez simplement ceci. Trump et Poutine évitent la séance de questions-réponses. D'accord, très bien. Mais ensuite, Trump qualifie Hillary Clinton de très gentille à propos d'un commentaire sur le prix Nobel de la paix. Trump affirme que Poutine et Zelensky souhaitent sa présence pour une future réunion commune. Trump revient sur sa menace de conséquences sévères. Trump dit qu'il est en grande partie d'accord avec Poutine. Trump says he and Putin largely agree. I think the meeting was a 10, Trump says. Je pense que la réunion valait un 10, dit Trump. C'est absolument incroyable pour moi de voir à quel point l'Occident continue d'écouter. Chaque mot que Donald Trump prononce est actuellement décortiqué, analysé, expliqué, discuté, et ainsi de suite. Il faut vraiment creuser pas mal avant de trouver des remarques faites par Vladimir Poutine, même s'il a en réalité parlé 2 fois plus longtemps que Donald Trump. Donc la première chose à dire, c'est que la réunion elle-même a apparemment duré environ 3 heures, au cours desquelles ils ont également discuté avec leurs équipes. Il y a actuellement un débat pour savoir si cela signifie que la réunion a été écourtée. Car apparemment, l'idée était qu'après le premier sommet des dirigeants avec leurs équipes, les équipes se séparent ensuite en sessions distinctes pour peut-être avoir des discussions détaillées. Mais cela n'a pas eu lieu. Nous devons encore déterminer si cela signifie que dans l'ensemble, la réunion a été écourtée ou non. Mais une discussion au sommet de 3 heures est en réalité assez substantielle pour une première rencontre. Nous avons également appris lors de cette conférence de presse qu'ils ont tous les deux effectivement déclaré que, oui, c'est le début. Vladimir Poutine a d'ailleurs particulièrement insisté sur le fait qu'il espère que c'est le début d'un dégel dans la relation et d'une amélioration des relations. Même si nous n'avons pas de résultats concrets pour l'instant, ce que Donald Trump et l'Occident avaient particulièrement mis en avant au fil du temps, les médias occidentaux, ainsi que les Européens et d'autres, n'ont cessé de pousser Trump à viser un cessez-le-feu inconditionnel. Or, ce cessez-le-feu inconditionnel n'a pas eu lieu. La Russie n'a rien accepté, et en réalité, les deux parties ne se sont pas mises d'accord sur la suite des événements. Donald Trump a alors littéralement déclaré « Il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord », ce qui lui a donné un air un peu découragé, pour être honnête. Il semblait aussi ne pas vraiment savoir quoi dire aux médias. Ses déclarations, qui ont duré moins de 4 minutes, excessent de platitudes et de propos sur les gens et les noms de son équipe.
and the names of his team. So you could see how he was kind of trying to look. On pouvait voir qu'il essayait un peu de trouver quelque chose à dire aux médias. Et puis il a mis fin à toute la conférence. C'est peut-être la deuxième chose qui était assez extraordinaire. C'est Vladimir Poutine qui a ouvert la conférence de presse. Il a été le premier à prendre la parole et il a fait des remarques bien réfléchies, en fait courtes, mais bien réfléchies, qui, à mon avis, laissent entendre qu'il avait beaucoup préparé ce qu'il serait prêt à dire, alors que je pense que Donald Trump espérait obtenir plus de la réunion et n'a probablement pas pu faire l'annonce tapageuse qu'il voulait. Alors que pour Vladimir Poutine, il semble non seulement qu'il soit très doué pour improviser et élaborer des discours très cohérents au fur et à mesure, mais aussi que les remarques qu'il avait préparées et l'histoire qu'il avait probablement esquissée à l'avance sont des éléments qu'il a ensuite su transmettre. Certaines personnes disent que le fait qu'il ait ouvert la conférence, alors que les États-Unis en étaient l'hôte, est très inhabituel. C'est effectivement inhabituel et cela envoie un signal étrange. D'un autre côté, cela donne en réalité le dernier mot à Donald Trump. Et on pouvait même voir vers la fin Vladimir Poutine intervenir avec quelque chose de très intéressant lorsque Donald Trump a dit « Nous nous reverrons et nous poursuivrons la discussion ». Vladimir Poutine a dit en anglais « La prochaine fois à Moscou », ce à quoi Donald Trump a commencé à sourire et a répondu « Eh bien, je vais me faire critiquer pour ça, mais je peux l'imaginer. » Je trouve cela assez fascinant, car bien sûr, Vladimir Poutine parle couramment anglais. On a aussi pu le constater au début. Beaucoup de choses dans cette rencontre sont très intéressantes, notamment la façon dont elle s'est déroulée, car nous savons que cette réunion avait été préparée. Nous savons qu'elle était en préparation depuis plusieurs semaines, et nous savons qu'il y avait une diplomatie en coulisses, une diplomatie non publique qui n'a pas été exposée et relayée dans les médias, mais qu'il y a eu des discussions secrètes. Donc, cette réunion avait été préparée pendant de nombreuses semaines, mais la rencontre concrète et le lieu précis, à savoir qu'elle aurait lieu à Anchorage, ont en fait été décidés en une seule semaine, juste avant l'annonce. Il n'y a donc pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Et l'une des choses qui s'est produite, c'est que... Laissez-moi voir si je peux la retrouver. Ici, vous en voyez un aperçu. Les deux dirigeants sont arrivés avec leur limousine, bien sûr, avec leur voiture blindée, car ils ont tous deux dû prendre l'avion, n'est-ce pas? Trump depuis Washington et Poutine, bien sûr, depuis Moscou. Et ils sont tous deux arrivés avec leur voiture blindée. Mais au final, ils ont pris ensemble la voiture du président américain. Ainsi, Vladimir Poutine est monté dans la voiture avec Donald Trump et apparemment, ils l'ont fait sans interprète, ce qui nous indique qu'ils partageaient certaines réflexions et échanges en anglais. Encore une fois, c'est évidemment un grand avantage que Vladimir Poutine parle anglais et puisse comprendre ce que dit son homologue, même sans l'intervention d'un traducteur. Son discours à la presse, bien sûr, il l'a prononcé en russe avec traduction. Si vous souhaitez lire la transcription, je l'ai publiée sur mon Substack. Vous pouvez la récupérer là-bas et la lire. Il y avait bien sûr beaucoup de journalistes présents, car pour une raison ou une autre, on s'attendait en Occident à ce que la guerre prenne peut-être fin. Mais je trouve très révélateur que toute la réunion se soit déroulée sous le slogan que vous voyez ici à l'écran. Cela s'est passé sous le signe de la poursuite de la paix. Pas faire la paix, mais poursuivre la paix. Donc, tout comme la poursuite du bonheur dans la Constitution américaine, cela laisse entendre que ce que l'on poursuit ne sera bien sûr jamais parfaitement atteint, mais que la poursuite en elle-même est le mieux que l'on puisse faire. Je trouve que c'est une manière très pragmatique de présenter toute l'entreprise.
Donc, je ne sais pas, cela a dû être convenu à l'avance. Je ne pense pas qu'un élément aussi important que le thème du sommet, qu'ils ont même affiché partout derrière ces deux dirigeants, n'ait pas été décidé en amont. Behind these two leaders that was not agreed upon. So this must have been okayed by both sides. Cela a donc dû être approuvé par les deux parties. Et cela laisse entendre qu'il s'agit, encore une fois, d'une étape dans un processus et non de son aboutissement. Nous ne sommes donc pas au stade de la signature d'un traité. Au contraire, nous assistons simplement au début d'un changement dans la relation entre les deux superpuissances. Et je pense que c'est l'interprétation la plus positive que l'on puisse tirer de ce qui s'est passé. Les Russes n'ont pas cédé. Les Russes n'ont accepté aucun arrêt de l'opération militaire spéciale, ni aucun abandon de territoire. Encore une fois, il a été évoqué que des échanges territoriaux avaient été envisagés, mais rien de concret n'a été conclu. Le dirigeant russe, M. Poutine, en fait, son discours est très révélateur, car il montre clairement dans quelle direction les Russes souhaitent aller. Ils veulent clairement promouvoir de meilleures relations avec les États-Unis et un cadre de sécurité global. Ils souhaitent s'attaquer aux causes profondes. M. Poutine a répété à nouveau, comme il l'a fait de nombreuses fois, et encore une fois, les médias occidentaux continuent de l'ignorer complètement, qu'il faut traiter les causes profondes, puis travailler à une structure de sécurité globale. Il a également souligné que, bien entendu, cette structure de sécurité doit prendre en compte les besoins de sécurité de l'Ukraine. Il l'a effectivement dit. Et, fait intéressant, il revient à la phraséologie selon laquelle l'Ukraine et la Russie sont des peuples frères. Cette expression de peuple frère avait disparu de nombreuses déclarations russes concernant les Ukrainiens depuis longtemps, mais elle est désormais de retour. Et les deux dirigeants ont effectivement déclaré que mettre fin à l'effusion de sang est bien sûr une priorité. Mais dans l'ensemble, on pouvait voir à quel point les Russes, et M. Poutine en particulier, sont restés fidèles à leur récit, selon lequel ce qui est nécessaire, c'est un grand accord. Et c'est aussi pour cela que ces deux dirigeants se rencontrent, en premier lieu, n'est-ce pas? Cela se fait sans les Européens et sans les Ukrainiens, car il ne s'agit pas d'eux au départ, du moins pas pour les Russes. Peut-être que ça l'est pour les Américains. Mais à la façon dont nous avons vu les choses évoluer du côté du président américain, on peut dire que probablement les Américains en veulent aussi davantage. L'administration Trump est également d'accord avec la Russie sur le fait qu'il faut entretenir une relation de travail. Et M. Poutine a souligné à plusieurs reprises une relation pragmatique. Vous n'avez pas besoin d'être amis. Vous n'avez pas besoin d'être alliés. Il suffit d'avoir une manière pragmatique d'interagir les uns avec les autres. M. Poutine a également souligné que le potentiel économique pour les deux pays est actuellement assez important, puisqu'il y a toutes ces sanctions en ce moment, et pratiquement si peu d'interactions normales entre les deux grandes puissances, que si l'on revenait à une certaine forme de normalisation, il pourrait y avoir une augmentation spectaculaire des avantages pour les deux parties. C'est aussi pourquoi il a commencé son discours en rappelant les relations de bon voisinage qu'ils entretiennent et l'histoire qu'ils partagent. J'ai trouvé assez étonnant que Vladimir Poutine ait commencé par souligner que la Russie et les États-Unis sont voisins, littéralement voisins, et que seul le détroit de Bering les sépare. Il a fait remarquer qu'il y a deux îles qui ne sont en réalité séparées que de 4 kilomètres, et que les États-Unis et la Russie, littéralement, leurs terres, ne sont distantes que de 4 kilomètres. C'est ainsi qu'il a ouvert la discussion, puis il a également dit qu'à son arrivée, il avait salué avec quelque chose comme « Bonjour, voisin, content que tu sois là et que tu sois en vie. » Vous voyez, en souhaitant du bien aux États-Unis. La Russie
Vladimir Poutine a vraiment tenu à souhaiter bonne chance aux États-Unis et à souligner le passé commun lorsqu'ils ont combattu ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les nombreux liens qui les unissent. On pouvait donc vraiment voir comment Poutine, encore une fois, et c'est très caractéristique chez lui, cherche à mettre en avant tout ce qui relie ces peuples. Il faisait la même chose avec les Allemands. Il a pris la parole au Bundestag allemand, il s'est adressé à Angela Merkel, il a écrit des tribunes dans de grands journaux allemands, dans lesquels il a toujours fait l'éloge des relations russo-allemandes et complimenté les Allemands. Ce sont simplement les médias et les responsables politiques allemands qui n'ont pas vraiment répondu à ces gestes. Et on peut le voir même maintenant, vous savez, que la seule chose à laquelle les Européens pensent, c'est à dénigrer et à ruiner complètement, ou à essayer de ruiner encore plus, toute possibilité de relation avec la Russie. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Comment les Européens se sont réunis, et la seule chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est à quel point ils trouvent la Russie horrible, et comment ils exigent de la Russie qu'elle paie toutes ces sommes ridicules en réparation, et que la position commune des Européens est que les Russes sont responsables de tout, et que rien de bon n'est jamais sorti de la Russie. Alors que le dirigeant russe, lorsqu'il se rend aux États-Unis, avec qui il mène une guerre par procuration, et Vladimir Poutine l'a dit à plusieurs reprises, et les Russes l'ont répété de nombreuses fois, ce n'est pas avant tout une guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie mène une opération militaire. La guerre par procuration, c'est avec les États-Unis. Et il la présente comme une guerre par procuration, n'est-ce pas? Et pourtant, lorsque le dirigeant russe se rend aux États-Unis, il fait l'éloge des États-Unis. Et aussi, vous savez, certaines personnes craignaient que Vladimir Poutine et son entourage puissent être assassinés aux États-Unis et que ce ne soit qu'un piège, qu'une décapitation soit sur le point de se produire. Et bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez de nouveau une relation de travail. Et cela suffit déjà à affoler les néoconservateurs. C'est aussi quelque chose que les Européens ne veulent pas voir, mais c'est une réalité. Et le fait que Vladimir Poutine ait emmené tout son état-major, y compris M. Lavrov, y compris Ushakov, son principal conseiller, etc., qu'il ait emmené toute cette délégation et soit allé aux États-Unis pour y rencontrer des responsables, c'est aussi un premier signe, vous savez, de confiance, de méthode de renforcement de la confiance, n'est-ce pas? Puis inviter le président américain, c'est bien sûr encore plus de renforcement de la confiance au plus haut niveau, pour dire, en gros, regardez, nous pouvons à nouveau nous rendre visite. Et même si nous menons une guerre par procuration, et nous sommes tous les deux d'accord là-dessus, Trump aussi, n'est-ce pas? Il l'a dit. Son administration l'a dit. C'est une guerre par procuration. Ils l'ont admis à plusieurs reprises, qu'ils la considèrent dans les mêmes termes. Même en menant une guerre par procuration, nous sommes de nouveau à un point où l'on peut faire de la diplomatie ensemble. Et c'est là que nous en sommes dans ce monde multipolaire, qui est à nouveau un monde clausewitzien, où il y a la guerre, il y a la violence, et en même temps, il y a la diplomatie. Parce que la guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens, et la diplomatie est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Ce que nous voyons, c'est un retour à l'équilibre des puissances du 19e siècle, où tout le monde s'accorde à dire que parfois, il y a de la violence, et parfois, il faut discuter et poursuivre nos intérêts, de la manière qui a du sens. Et les Russes soulignent cela en n'ayant en réalité pas accepté de cesser le feu, en poursuivant les combats sur le terrain, tout en utilisant également les négociations et la diplomatie comme moyen d'avancer vers la résolution du problème plus large.
Et le problème plus large n'est pas de savoir qui contrôle telle ou telle parcelle de terre en Ukraine. Le véritable enjeu, c'est de parvenir à une structure de sécurité mutuellement bénéfique, qui tienne réellement, qui prenne en compte les préoccupations de chacun et qui ramène la paix. D'où le slogan « Poursuivre la paix ». Comment poursuivons-nous la paix? Comment faisons-nous taire les armes et comment les maintenons-nous silencieuses? Donc l'idée, interprétez cela maintenant comme le début de la compréhension que la paix n'est pas simplement quelque chose que l'on signe sur un papier. La paix est quelque chose qui doit être cultivé, qui fait partie d'un processus et qui doit être entretenu dans la durée, n'est-ce pas? Dans ce sens, bien que je pense que les Américains sont entrés dans ces négociations avec l'espoir de pouvoir marquer des points, remporter une victoire, et c'est aussi ainsi que cela est présenté dans les médias, n'est-ce pas? Qui a remporté quelle victoire? Ils sont venus avec l'idée qu'ils pourraient peut-être obtenir une victoire, faire avancer certains intérêts occidentaux. Les Russes, eux, sont entrés dans ces négociations avec l'idée de faire avancer le processus dans la bonne direction sans renoncer à aucun de leurs intérêts. Et je pense que c'est précisément là qu'ils se retrouvent actuellement. C'est là que, bien que Donald Trump ait voulu des questions plus concrètes et actuelles, il est d'accord sur le fait que la perspective plus large de faire avancer les choses vaut la peine d'aller de l'avant. Et que cela vaut aussi pour Vladimir Poutine de prendre non pas un saut dans l'inconnu, mais un risque calculé. Aller en Alaska est un risque calculé. Encore une fois, il ne s'agit pas de sécurité physique. Les gens ont dit, encore une fois, que les frappes de décapitation des États-Unis, regardez l'Iran, regardez comment ils traitent les dirigeants au Moyen-Orient. Mais nous devons être conscients que c'est un tout autre jeu. C'est un tout autre niveau de leadership et de relations. Alors que l'Iran est clairement méprisé, les États-Unis ne les considèrent pas comme un père. Il est désormais évident que la Russie et la Chine sont des pairs, que cela plaise ou non aux États-Unis et aux Européens. Et en réalité, la relation entre eux évolue maintenant vers cet accord mutuel, selon lequel ils sont conjointement responsables de la recherche de la paix. Aucune puissance ne peut le faire seule, car les autres sont nécessaires. Des éléments nécessaires, pas forcément des partenaires, mais des éléments. Et l'une des choses intéressantes que Vladimir Poutine a dites, c'est qu'il espère que le message que les deux dirigeants, Washington et Moscou, envoient désormais est reçu positivement en Europe et à Kiev, et ne sera pas saboté. Il a donc souligné, Vladimir Poutine, dans son discours, a insisté sur le fait que c'est globalement positif pour un règlement et que cela nous fera avancer. Et il espère qu'en Europe et en Ukraine, cela sera perçu positivement. Donc, en ce qui concerne les gestes d'apaisement et la rhétorique de réconciliation, le président russe est vraiment allé aussi loin qu'il le pouvait pour envoyer un signal également aux personnes qui ont été ignorées, car les Européens et les Ukrainiens ont clairement été mis de côté, n'est-ce pas? Ils ont été exclus du tableau, et c'est ce qui les a rendus si furieux. C'est pourquoi les Européens n'ont cessé de répéter « aucun règlement sur l'Ukraine sans l'Ukraine », et ainsi de suite, ce genre de choses. Ils ont fait une véritable crise, réclamant à nouveau des réparations, un retrait complet des forces russes, l'intégrité territoriale et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc, en gros, ils exigent ce que le vainqueur de cette guerre est en droit d'exiger alors qu'ils sont les perdants. Et c'est clair, même Viktor Orban l'a désormais reconnu, l'Ukraine ne fait pas que perdre la guerre. L'Ukraine a déjà perdu la guerre. Et malgré cette situation, les Européens continuent de faire comme s'ils avaient la légitimité d'exiger quoi que ce soit en tant que perdants de toute cette affaire. C'est évidemment totalement ridicule. Mais Vladimir Poutine, je pense, a fait allusion au fait qu'ils peuvent encore jouer les troubles faits.
même s'ils ne peuvent pas modifier la direction générale du processus, puisque les deux grandes puissances en fixent désormais les règles. Ils ne peuvent pas changer le cours des choses, du moins pour l'instant. Ils pourraient toujours être capables de faire dérailler ce qui se passe sur le terrain, s'ils s'en donnaient vraiment les moyens. Par exemple, par des attaques terroristes, ou par des escalades avec des drones, ou d'autres armes qu'ils possèdent effectivement. Je veux dire, il existe un potentiel pour causer des dommages importants s'ils s'y mettent. Par exemple, en attaquant des infrastructures civiles. Quelque chose d'aussi scandaleux que la Russie serait obligée de réagir d'une manière qui saboterait à nouveau toute cette affaire. Vladimir Poutine a également clairement indiqué qu'il tient les États-Unis pour responsables de certaines choses, même s'il l'a exprimé en des termes très diplomatiques. Il parlait en réalité du prédécesseur de Donald Trump, qu'il a rappelé en 2022, et je suppose que c'était un échange, probablement l'échange à la fin de 2021 ou au début de 2022. Il a dit 2022, donc c'était probablement en janvier ou début février, lorsqu'il a dû y avoir un échange avec le prédécesseur de M. Trump. Donc, M. Biden, bien sûr, à qui il a dit que la relation avec la Russie ne devait pas être fondée sur une escalade militaire. Et il est vrai que Vladimir Poutine est d'accord avec la déclaration de Trump, selon laquelle, s'il avait été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Il dit qu'il est d'accord pour dire que cela aurait probablement été le cas. Il en vient donc ainsi à blâmer implicitement les États-Unis, à blâmer l'administration précédente, à blâmer Joe Biden d'avoir choisi la voie de l'affrontement militaire. C'est bien sûr ce que les analystes ici, moi-même et d'autres, comme Glenn Diesen et les gens de Durand et ainsi de suite, disent depuis longtemps. C'est la guerre la plus provoquée de toute l'histoire des guerres provoquées. Et nous avons maintenant des livres portant ces titres. Au final, lorsque la situation a dégénéré en février, c'est le camp occidental, c'est le camp de l'OTAN, qui a fait monter les enchères dans cette affaire. Également, avec l'intensification des attaques dans le Donbass. L'OSCE a signalé des escalades. À ce moment-là, c'est alors la décision des États-Unis qui a poussé la Russie à essayer d'effrayer militairement l'Ukraine pour la forcer à conclure un accord, ce qui a presque réussi, mais n'a pas abouti. Ils ont donc dû se retirer, et cela a pris beaucoup de temps. Et puis, vous êtes entré dans cette guerre d'usure. Et tout cela est désormais connu. M. Poutine a également déclaré dans différents discours que l'idée initiale de l'opération militaire spéciale était simplement de forcer l'Ukraine, de contraindre militairement Kiev à un accord, et que cela avait échoué. Ils sont donc passés à un autre processus, le processus horrible qu'ils essaient maintenant de terminer. Puis vers la fin de son discours, il a également souligné qu'il est maintenant temps de tourner la page, et que cette réunion actuelle est, espérons-le, le début de ce tournant. C'est là que, encore une fois, en Russie, je suis presque certain que les gens vont beaucoup débattre pour savoir si Vladimir Poutine n'est pas beaucoup trop optimiste, s'il ne joue pas encore une fois au monsieur gentil qui tombe dans un piège. Et je sais que Blind, Baletic et d'autres interprètent toujours cela comme un piège, comme une manière de dissuader la Russie de réellement gagner sur le champ de bataille. Je pense que nous pouvons désormais conclure que ce n'est pas le cas. La Russie continuera d'utiliser des moyens militaires, mais elle utilisera aussi des moyens diplomatiques. Et nous nous dirigeons vers une situation où, malheureusement, la violence, même entre grandes puissances, devient simplement un autre aspect de la relation qu'entretiennent ces puissances. Nous verrons jusqu'où Donald Trump pourra pousser cela. Il va maintenant parler aux Européens, et Vladimir Poutine est certainement déjà en train de parler, ou a déjà parlé, aux Chinois. Nous voyons ici comment le nouvel ordre multipolaire va se structurer, et qu'il s'agira d'une relation à plusieurs niveaux.
multi-layered relationship. So a military confrontation. Donc, une confrontation militaire, diplomatique, économique. Mais je pense que c'est là l'espoir. Une confrontation gérée, un conflit géré dans une certaine mesure. Et cette rencontre ici faisait partie de la tentative de réduire le niveau de violence dans la relation et d'améliorer la situation, et donc de poursuivre davantage la paix. Même si on n'atteindra jamais complètement cet état final, peut-être pouvons-nous arriver à un point où nous sommes en dessous de la violence ouverte, de la violence de masse à grande échelle. Je pense donc que c'est une grave erreur que les médias occidentaux ne se concentrent pas sur les propos de M. Poutine. Car encore une fois, les propos de M. Trump sont relativement banals, relativement peu substantiels. Vous pouvez le lire sur mon Substack. C'était terminé très rapidement. Mais malgré tout, les médias occidentaux continuent de se concentrer uniquement sur ce qu'il a dit, afin d'utiliser une sorte de boule de cristal pour lire dans la boule de cristal où Trump veut en venir. Mais encore une fois, c'est parce que les médias occidentaux sont tellement obsédés de manière unilatérale et solipsiste par l'Occident et par Trump qu'ils oublient complètement que l'autre partie, qui définit ou cofaçonne, co-crée également le processus, que celle-ci aussi devrait être correctement analysée. Et cela fait aussi partie, bien sûr, de la diabolisation des Russes, selon laquelle rien de bon n'est jamais sorti de la Russie. Donc, pourquoi écouter les Russes? Voilà mes premières impressions. Il y en aura d'autres. Il y aura bientôt une discussion avec Glenn Diesen sur cette chaîne. J'espère que vous l'attendez avec impatience. Nous discuterons davantage de ce que nous pouvons apprendre de la rencontre. À la prochaine. See you next time.